Bonjour à tous, bienvenue dans ce symposium sur la petite enfance et les écrans et quels impacts sur le développement sensoriel, cognitif et social. L'usage des écrans chez les tout-petits, c'est devenu un enjeu central pour les chercheurs, pour les cliniciens, pour les familles. Donc ce symposium se propose d'explorer les effets de cette exposition précoce sur les différentes dimensions du développement de l'enfant, en s'appuyant sur des recherches récentes menées auprès de jeunes enfants, notamment chez les populations vulnérables. Donc on va commencer ce symposium avec Estelle Gillot, qui présentera une recherche qui a été menée au sein de l'Université de Genève sur les effets de l'exposition aux écrans sur le développement sensoriel des enfants de 6 à 36 mois. On poursuivra ensuite avec une présentation d'Ayala Borghini, qui s'intéressera à la manière dont les écrans influencent les interactions affectives et sociales entre l'enfant et ses parents. Ensuite, Nevena Dimitrova nous présentera une enquête sur l'impact des écrans sur le développement du langage chez les enfants de 8 et 30 mois, et elle examinera les effets du temps d'écran, mais aussi du type de contenu, du contexte d'usage, afin d'identifier les conditions qui pourraient en atténuer ou en aggraver les effets. Et enfin, Lara Lordier clôturera ce symposium en s'intéressant à une population particulièrement sensible que sont les enfants grands prématurés. Donc à travers ces 4 contributions, ce symposium vise à nourrir la réflexion sur une utilisation plus consciente et adaptée des écrans durant les premières années de vie en croisant perspectives empiriques, cliniques et préventives. Je vous souhaite donc un excellent symposium. Bonjour à tout le monde, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Merci Fleur pour cette introduction. Je ne sais pas si vous m'entendez, on m'a dit qu'il fallait que je parle dans le micro, mais... Ok, super. Alors du coup, moi je vais vous parler de l'exposition précoce aux écrans, bien évidemment, comme Fleur l'a introduit maintenant. Et puis on va parler plus spécifiquement du développement sensoriel des jeunes enfants en lien avec l'utilisation des écrans. Puisque je suis la première personne à présenter ce matin, c'était important pour moi de vous remettre aussi un tout petit peu de contexte et puis qu'on réfléchisse ensemble pourquoi c'est important de parler de la thématique des écrans en lien avec le développement des tout-petits. On vit toutes et tous dans une société qu'on peut appeler aujourd'hui d'hyper-connectés. On utilise toutes et tous nos écrans au quotidien, que ce soit nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs, pour travailler, pour se divertir, pour rester en contact aussi avec nos proches, avec des amis, avec toutes les personnes qui nous entourent. Et puis finalement, cette exposition, le fait qu'on utilise tout le temps ces écrans, ça fait que les enfants sont eux-mêmes exposés de plus en plus précocement. Et puis on voit aussi une augmentation des temps d'écran chez les enfants entre 0 et 3 ans ces dernières années. C'est pas étonnant, si on réfléchit, aujourd'hui il y a une moyenne de 7 écrans par foyer dans une famille avec 2 parents et un enfant entre 0 et 3 ans. Donc en général un enfant qui n'est pas encore lui-même équipé. Et puis, quand on parle d'exposition aux écrans, on peut parler autant de l'exposition aux écrans directs, donc un enfant qui va être exposé à un écran, qui va regarder par exemple un épisode de Choupi, une vidéo sur YouTube, des petites comptines avec son parent, que de l'exposition indirecte. Donc ça va être tous ces moments où finalement le parent va utiliser un écran en présence de son enfant. Là aussi, on va voir plus tard aussi, on va un petit peu discuter de ça. Il peut y avoir aussi des effets sur le développement de l'enfant. Ça s'appelle le phénomène de technoférence parentale. Et ça arrive bien plus souvent que ce qu'on pense, parce que si on réfléchit, la moyenne d'utilisation des écrans par les adultes de manière récréative, donc vraiment pour se divertir le soir après le travail, elle se monte plus ou moins à 4 heures par jour. Donc évidemment, sur ces 4 heures, il y a plein de moments où l'enfant est aussi présent, où l'enfant est là. Donc c'est pour ça aussi qu'on doit s'intéresser à cette thématique, aux effets des écrans sur le développement de l'enfant. Pourquoi ? Parce que pour se développer harmonieusement, l'enfant, il va avoir besoin d'être en interaction. Il va avoir besoin d'être en interaction avec son environnement. Donc il va avoir besoin de partir à la découverte de son environnement, de pouvoir toucher les différents objets, de pouvoir les mettre à la bouche, découvrir un petit peu les textures, les contours des objets, de pouvoir vadrouiller. Il a besoin d'essayer de marcher, de tomber, vraiment d'expérimenter. Et puis il va aussi avoir besoin d'être en interaction avec son parent, de pouvoir discuter, d'avoir des boucles d'échange, de la communication verbale qui se met en place. Donc on peut finalement se demander quelle va être la place de ces écrans dans le développement, en considérant que chaque minute passée devant les écrans, c'est un petit peu du temps volé aux différents processus d'apprentissage qui pourraient être plus bénéfiques à l'enfant. En tout cas, c'est un petit peu l'hypothèse de base, le postulat de base, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette thématique. Les recherches, elles sont encore
peu nombreuses, on a de la peine à trouver un consensus. C'est assez compliqué au niveau statistique aussi de pouvoir amener des liens de cause à effet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener des recherches, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant pour voir un petit peu ce qui se passe, pouvoir être aussi un petit peu aiguillé pour pouvoir développer du matériel de prévention et faire de la sensibilisation. Et puis c'est pour ça qu'on a décidé il y a maintenant 5 ans déjà de lancer une vaste étude à l'Université de Genève qui était financée par la Fondation Action Innocence. Donc je fais juste un petit aparté par rapport à la fondation. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou si vous la connaissez. La Fondation Action Innocence, c'est une fondation qui est née maintenant il y a 25 ans. À l'origine, donc l'objectif premier, c'était de lutter contre la pédocriminalité. Parce qu'on s'est rendu compte déjà que dans les années 90-98, c'était possible, dans des pays par exemple en Asie, de louer des enfants directement sur Internet pour des fins, des services à caractère sexuel. Donc c'est de là que la fondation est née. Et puis ensuite, avec le développement des nouvelles technologies, l'arrivée de tous ces écrans, des nouvelles problématiques qu'on connaît aujourd'hui, les objectifs se sont un petit peu étalés. Et puis maintenant, un des objectifs premiers, ça va être de promouvoir une utilisation saine et raisonnée des écrans. Donc l'idée, c'est absolument pas de venir dire les écrans, c'est négatif, on les utilise pas, on les met de côté, mais c'est plutôt se dire, on vit dans cette société hyper connectée, donc comment bien faire avec ces écrans plutôt que totalement lutter contre ces écrans. Et puis pour pouvoir développer du matériel de prévention adapté, pouvoir faire de la sensibilisation en lien aussi avec la réalité des familles, avec leurs besoins, on a mené cette étude pour pouvoir un petit peu se rapprocher plus proche de ce qui est important pour les familles. L'étude, elle avait 2 objectifs principaux. Tout d'abord, on voulait récolter des données à grande échelle en Suisse romande sur tout ce qui va toucher aux habitudes d'utilisation des écrans par les enfants de moins de 3 ans et leurs parents. Donc on s'est vraiment intéressé au temps d'écran de ces enfants, mais aussi à quel contenu, est-ce que les enfants sont accompagnés ou pas, à quel moment de la journée cette exposition elle va avoir lieu. Donc vraiment tout un tas de questions autour de l'exposition des enfants, mais aussi de celle des parents pour pouvoir justement un petit peu analyser ce phénomène de technoférence parentale. Et puis le deuxième point, c'était d'étudier l'effet de cette exposition aux écrans sur le développement des compétences attentionnelles, émotionnelles, prosociales, tactiles et sensorielles des enfants âgés de 6 à 36 mois. Donc aujourd'hui, on va se centrer un petit peu plus sur les aspects sensoriels. Pourquoi les aspects sensoriels ? Comme je vous l'ai dit au tout début, l'enfant, pour pouvoir se développer harmonieusement avec son environnement, il a besoin d'être en interaction. Donc pour ça, il a besoin de percevoir les différentes stimulations sensorielles de son environnement, que ce soit des sons, que ce soit des textures différentes, que ce soit même visuel, tous ces inputs visuels comme ça qui lui arrivent. Mais il ne faut pas qu'il se sente surchargé par ces stimulations, mais il faut quand même qu'il puisse pouvoir les percevoir pour vraiment aller explorer correctement. Donc c'est à ça qu'on va un petit peu s'intéresser maintenant. Et puis pour ça, je vais vous présenter un article qui a été publié il y a quelques mois maintenant dans Pediatric Research qui traite justement des profils sensoriels des enfants qu'on a évalués à l'aide du questionnaire profil sensoriel et puis des habitudes d'utilisation des écrans des enfants toujours de 6 à 36 mois. Par rapport au questionnaire qu'on a utilisé, comme je viens de vous le dire, c'est le questionnaire du profil sensoriel. C'est un questionnaire qui est composé de 54 items qui sont divisés en 7 sections de traitement de l'information sensorielle. Donc, par exemple, tout d'abord, la section générale, donc ça va être les manières un petit peu globales de réagir de l'enfant. Puis après, on peut regarder plus spécifiquement pour certains domaines. Par exemple, le domaine auditif. Donc, ça va être quelle va être la manière de l'enfant de réagir à un bruit soudain. Ou alors, au niveau visuel, si tout d'un coup, il y a un flash lumineux, est-ce que c'est un enfant qui va se mettre en retrait ? Est-ce que l'enfant va peut-être même pas percevoir ce flash lumineux ? Donc voilà, on peut venir traiter la manière que l'enfant va avoir d'analyser ces stimulations sur ces différentes sections. C'est aussi un questionnaire qui va permettre de définir le profil de réactivité sensorielle de l'enfant en fonction de 4 cadrans. Donc vous allez retrouver ces 4 cadrans, il y a l'approche, où là, si l'enfant il a un haut score au niveau de l'approche, c'est un enfant qui va chercher la stimulation sensorielle, qui va avoir besoin constamment d'être un petit peu surstimulé sensoriellement. L'évitement, au contraire, c'est un enfant qui va être un petit peu plus en retrait. C'est un enfant en général qui aime bien les environnements calmes, qui s'isole un petit peu, parce qu'il va très vite se sentir un petit peu surchargé par la stimulation. Le cadran de sensibilité, là, si on voit un enfant qui a des hauts scores au niveau de la sensibilité, c'est un enfant qui très vite va se sentir un petit peu accablé par toutes les stimulations sensorielles qui l'entourent.
Alors qu'au contraire, au niveau de l'enregistrement, c'est plutôt un enfant qui va avoir de la peine à percevoir les différentes stimulations sensorielles de son environnement. Un haut score, ça ne veut pas dire que l'enfant il a des problèmes, ou un bas score non plus. Il n'y a pas de juste ou de faux, mais ça permet vraiment de situer l'enfant sur ses manières de réagir avec son environnement. Et ce qu'on retrouve avec les enfants, on a fait 2 catégories, les enfants entre 6 et 18 mois, et puis ensuite les enfants entre 18 et 36 mois. Ce qu'on retrouve pour les tout petits, c'est que ce sont les enfants qui sont un petit peu les plus affectés, si on peut dire comme ça, par une utilisation précoce des écrans. On va retrouver tout d'abord un lien entre les temps d'exposition et les scores du cadran sur 2 composantes, au niveau de l'enregistrement et au niveau de la sensibilité sensorielle. Donc c'est des enfants, puisqu'ils ont un plus haut score au niveau de l'enregistrement, qui vont prendre un petit peu plus de temps pour percevoir les stimulations de leur environnement, comme s'ils avaient un petit peu des œillères et qu'ils ne faisaient pas attention à leur environnement. Donc c'est des enfants en général qui sont un petit peu en retrait. Par contre, une fois qu'ils perçoivent cette stimulation, puisqu'ils ont aussi un haut score au niveau de la sensibilité, c'est des enfants qui vont être très vite surchargés. Donc ils vont se sentir un petit peu accablés par toutes ces stimulations et ils vont là aussi se mettre un petit peu en retrait, essayer de les éviter. Donc ça va pouvoir venir avoir un petit peu un effet, en tout cas toucher tous les processus exploratoires de l'enfant. Et puis ça se confirme quand on analyse les scores de section, puisqu'on retrouve que c'est principalement au niveau visuel, tactile et comportemental de l'enfant que ça vient se jouer. Donc visuel et tactile, c'est ce qui sert à l'exploration, et comportemental aussi, puisque ça va être par exemple le fait d'aller ramper, d'aller un petit peu regarder, d'aller un petit peu explorer. Pour les enfants les plus grands, donc entre 19 et 36 mois, on a là aussi des résultats qui sont significatifs au niveau du score du cadran. Par contre, cette fois-ci sur la composante d'approche. Donc, ce qu'on retrouve, c'est que le groupe d'enfants qui sont les plus exposés, c'est les enfants qui vont avoir des plus hauts scores sur la composante d'approche. Donc, c'est des enfants qui vont chercher plus facilement la stimulation sensorielle, qui vont avoir des comportements d'approche et potentiellement même des comportements un petit peu de mise en danger ou de prise de risque. Donc, ils vont aller faire un petit peu des choses que normalement, ils n'ont pas le droit parce que ça leur amène un petit peu de la stimulation et c'est du coup bien pour eux parce que c'est ce qu'ils recherchent. Et ça se confirme aussi avec les scores de section, puisqu'on voit que c'est surtout au niveau visuel et comportemental qu'on va avoir un petit peu cette recherche sensorielle. Par rapport à ça, on peut avoir 3 hypothèses explicatives sur ces résultats. Tout d'abord en lien avec la surstimulation sensorielle qui est liée aux écrans. Les écrans, en tout cas chez les tout petits, c'est absolument pas adapté. Il y a plein de couleurs, plein de mouvements, plein de sons, ça va très très vite et par rapport à l'environnement de manière générale, c'est un petit peu de la surstimulation, l'enfant il est bombardé de toutes ces images. Donc ça peut expliquer tout d'abord chez les tout petits pourquoi l'enfant il a de la peine à percevoir les stimulations sensorielles de son environnement s'il est habitué tout le temps à avoir cette surstimulation, tous ces stimuli qui lui giclent au visage, puis que dans son environnement c'est un petit peu plus calme. Et ça explique aussi pourquoi potentiellement il est plus irrité quand il a des stimulations qui sont fortes dans son environnement. Et puis chez les plus grands, cette surstimulation, ça peut aussi expliquer pourquoi ils ont tout le temps besoin d'avoir plus de stimulation, qu'ils ont ces comportements d'approche, parce qu'en général les enfants plus grands qui sont exposés, c'est des enfants qui étaient déjà exposés plus petits, donc ils sont peut-être habitués à cette surstimulation et ça peut expliquer un petit peu ces comportements d'approche, puisqu'on a l'habitude, on a besoin de ça, on a besoin de toutes ces stimulations-là. Ça peut aussi être expliqué, en tout cas les comportements d'approche des plus grands par le phénomène de technoférence parentale. Donc je l'ai brièvement introduit tout à l'heure, la technoférence parentale, ça va être toutes les coupures qu'on va retrouver dans l'interaction entre un enfant et son parent quand le parent utilise un outil numérique en présence de son enfant. Puis en fait, ce qui arrive, c'est qu'au moment où le parent va sortir son téléphone, il n'est plus tout à fait dans l'interaction avec son enfant. Donc ça va être très stressant et un petit peu angoissant pour l'enfant. L'enfant, il va essayer de réattirer l'attention de son parent, au début par des signaux plutôt positifs, et si ça ne fonctionne pas, ça va être par des signaux négatifs, des pleurs, et petit à petit des comportements de prise de risque. Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il va préférer faire ? Il va préférer se mettre en danger, il va préférer potentiellement se faire punir, mais avoir l'attention de son parent, que plutôt ne pas être dans l'interaction avec son parent. Donc ça peut potentiellement expliquer ces comportements d'approche. Et d'ailleurs, quand on questionne les enfants un petit peu plus grands, pas entre 6 et 36 mois, mais les plus grands sur ce phénomène, eux, ils sont déjà très alertes par rapport à ça et ils nous disent très souvent, moi,
je me sens un petit peu abandonnée par mon parent quand il utilise son écran, ou c'est pas facile pour moi de gérer ça, ou voilà, j'ai l'impression que l'écran il est plus important que moi. Donc ils sont alertes à ce phénomène. Et puis finalement, on peut aussi se demander si ces comportements, ils dégagent pas un petit peu par rapport au comportement d'autorégulation émotionnelle. Parce que quand on regarde un écran, il y a le avant, le moment où on va fixer les règles, le pendant, et quand l'enfant il va être devant un écran, il y a un silence du corps. L'enfant il est assis devant son écran, il bouge pas, mais pourtant il y a toutes ces stimulations sensorielles liées à tous les bruits lumineux, les couleurs, les sons, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc l'enfant va vivre plein de choses, plein d'émotions. Et quand tout d'un coup on stoppe l'écran, il ne sait pas forcément comment réagir. Il y a un petit peu cette boule comme ça de tout un tas de choses qu'il va falloir extérioriser, où là l'enfant va avoir besoin de son parent pour s'autoréguler et puis pour l'aider dans cette régulation. Si le parent il n'est pas forcément là, l'enfant va essayer de se réguler par lui-même, et certains comportements d'autorégulation, ça peut être justement de courir partout, d'aller à la recherche un petit peu, de sauter par-dessus le canapé où j'ai pas le droit de sauter, et on peut voir apparaître aussi là ces comportements de mise en danger. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. On enchaîne donc avec une étude en fait où on a eu la chance de participer, de coopérer avec Estelle sur en fait la même étude, et c'est un sous-échantillon qui a accepté, de familles qui ont accepté qu'on ajoute l'étude de la qualité des interactions parents-enfants et aussi des évaluations des coordinations sensorimotrices. En fait, vraiment la possibilité de mettre en situation l'enfant avec des objets très sensoriels, etc., et qui nous donne en fait accès à la façon dont l'enfant utilise le monde qui l'entoure. Alors là, il y a plein de bébés parce qu'en fait, il y a eu plein de jeunes chercheuses et en particulier de psychomotriciennes qui ont participé à cette étude et qui ont réalisé en fait leurs travaux de master. Donc c'est vraiment une grosse équipe comme ça qui a participé à ce que ce travail puisse sortir. Un de ces travaux de master, très intéressant, ça a été en fait des entretiens avec les parents pour un petit peu réfléchir finalement à quels étaient leurs moments de difficulté avec les enfants. Et une des choses qui est sortie, c'est que d'abord, on a un rapport très intime aux écrans. Alors, vous savez qu'une des raisons pour lesquelles certains couples se séparent, c'est le fait qu'on est différent dans la relation aux écrans. C'est-à-dire, il y en a un qui adore regarder, je dis un, mais en fait, je pourrais dire une, qui adore regarder, qui a besoin, c'est sa manière de se détendre, qui adore regarder la télé, qui a besoin de ça, etc. Et l'autre, pas du tout. Ça crée des crispations. Et c'est vrai que, évidemment, ça crée des crispations déjà dans le couple, mais vous imaginez ce que ça peut créer comme crispation au niveau des règles, de comment est-ce qu'on va amener ça, le parent qui veut absolument en mettre le moins possible, un autre parent qui trouve ça beaucoup plus lâche, et puis qui finalement, ça crée en fait une espèce d'énorme enjeu. Et ça, c'est déjà un point qui a pu être mis en évidence. Peut-être pour vous dire... dans l'accompagnement clinique de ces familles, c'est vrai qu'on essaie vraiment de leur montrer à quel point ils peuvent se différencier et à quel point en fait l'enfant n'a pas forcément besoin d'avoir absolument toujours les parents qui sont complètement d'accord. C'est pas forcément une nécessité et c'est même crispant pour l'enfant. Et il y a plutôt l'usage, ce qu'on essaye d'amener, c'est cette question de la modération. À quel moment ça devient exagéré, plutôt que cette obéissance sur quelque chose qui va devenir très rigide et qui en fait va crisper tout le monde et va créer plus de problèmes. Alors, pour revenir à la recherche, notre grande question, c'est finalement, qu'est-ce qu'il y a comme danger par rapport à cette exposition qui évidemment est là, Estelle l'a bien montré, qu'est-ce qu'il y a comme danger par rapport à la question des interactions précoces. Et vous verrez, voilà, on a vraiment creusé cet aspect-là. On a donc cette même population. Nous, on a un sous-échantillon de 82 familles. Un des points qu'on peut dire sur ces 82 familles, c'est qu'elles appartiennent quand même à un échantillon particulièrement privilégié. Vous voyez qu'il y a 60% d'universitaires. Donc évidemment, on doit garder un petit peu
un regard critique sur ces familles qui ont accepté de participer à cette étude et à ces développements. Il y a quelque part quelque chose où en fait ils sont déjà conscients et presque ont déjà toute une série de réflexions pour accompagner leur enfant là-dedans. Donc c'est vrai qu'il faut toujours prendre ça un petit peu avec distance. Est-ce que c'est vraiment un échantillon représentatif de la société et des personnes qui sont vraiment en difficulté? Et voilà, on aurait bien aimé effectivement pouvoir travailler là-dessus. À part ça, ça n'empêche pas que on a quand même des heures adultes quotidiennes qui peuvent être quand même incroyables, puisque notre échantillon part entre 60 et 600 minutes par jour d'utilisation d'écran pour les loisirs. D'accord ? Pas pour le travail, pour les loisirs. Donc vous voyez que même avec un échantillon privilégié, etc., on a quand même vraiment quelque chose d'important. Donc oui, comme vous l'a dit Estelle, on s'est beaucoup intéressé à la question de l'exposition directe versus indirecte. Dans notre population, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que assez logiquement, l'exposition directe, elle augmente avec l'âge. On voit vraiment la première exposition en général, c'est quand même autour des 18 mois. Et puis on voit clairement 25-36 mois, c'est déjà explosif par rapport aux plus petits. Alors que l'exposition indirecte reste stable. En fait, les enfants, depuis tout petit ou plus grand, ils ont à peu près la même exposition, la même moyenne d'exposition indirecte, donc qui parle finalement de l'usage des écrans par les familles. Donc, on s'est intéressé, les interactions parents-enfants et le développement sensorimoteur. On a des outils pour ça. Le Care Index de Crittenden est un outil d'évaluation de la qualité des interactions. Depuis très longtemps, il est utilisé. On y a ajouté un autre outil qui est plus récent, qui est le Coding Interactive Behavior, pour nous donner un petit peu de marge de manœuvre, pour justement aller en profondeur dans cette qualité des interactions. Et puis, on a utilisé comme mise en situation des items du bilan sensorimoteur qu'a créé André Bullinger, pour la petite anecdote quand même, qui était un assistant de Jean Piaget. Donc on est quand même évidemment par rapport à notre thématique de ces 2 jours, tout à fait dans ce qui peut être réfléchi. Donc, notre question, est-ce que l'exposition aux écrans a un impact sur le développement sensorimoteur ou sur les interactions parents-enfants? Je dois dire qu'en fait, cette question, en la relisant, je me dis, oh non, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut poser la question. Évidemment, c'est la question qui nous intéresse, mais en fait, il faut dire, est-ce que c'est associé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux? Est-ce qu'on peut faire des liens? Alors, on a pris nos dimensions, exposition aux écrans, minutes, nos items, et en fait, pas de résultat. Qu'est-ce qu'on fait avec un truc comme ça? Je vous promets, en prenant les choses dimensionnelles, d'accord, sans chercher à comprendre, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on est un peu embêté. On est même en association avec la Fondation Action Innocence, qui a quand même envie de montrer, puis avec tout ce qui se passe, mais c'est pas possible, qu'on va être très embêté. Mais, heureusement, on va plus loin. Et en fait, un des résultats qui sortait, c'était juste une corrélation entre l'exposition directe et dans les interactions, on a un item qui nous parle de la passivité parentale. Alors la passivité parentale, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au moment où on fait jouer le parent avec l'enfant, on a un parent qui propose peu de choses, qui est un petit peu absent, qui n'est pas tout à fait là. C'est comme il peut être très observateur de l'enfant, mais il n'a pas beaucoup forcément d'expression faciale, il ne parle pas forcément beaucoup. Il peut être sensible et répondre à l'enfant, il est plutôt assez responsif, mais il n'a pas beaucoup d'initiative. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à avoir un jeu un petit peu en parallèle. Et on les trouve des fois un peu les deux comme ça en parallèle. Donc ça, évidemment, on les connaît, ces parents. Alors parmi la population des prémas, on sait à quel point, des fois, c'est en lien avec des traumas, enfin des choses comme ça. Donc, on est sensible à cet aspect-là des choses. Ce n'est pas forcément les premiers parents d'abord qui demandent de l'aide. C'est des parents qui sont comme ça, peut-être un peu parfois effacés, mais donc on les connaît bien. Et depuis très longtemps, il y a énormément d'études qui cherchent un petit peu les problématiques autour de ces particularités du parent. Et donc, voilà, plus il y a d'exposition directe, plus il y a cette passivité. Et puis alors, on est allé chercher, si vous voulez, on s'est dit, bon, ce qu'on peut voir, c'est le groupe des parents sensibles. Alors, qu'est-ce que c'est les parents sensibles? C'est effectivement ceux
qui vont être vraiment ajustés aux besoins de l'enfant. Ah, il a envie de jouer avec ce jouet. Tiens, j'ai remarqué qu'il avait envie de jouer avec ce jouet, je l'amène. Et puis, il y a les parents qui sont un petit peu moins sensibles, qui ont plus un peu une idée du jeu qu'ils veulent proposer à leur enfant. Okay ? Donc, on a déjà différencié ces deux groupes-là pour voir un petit peu ce qui se passait. Et là, on a une première différence significative. On a effectivement, dans le groupe des parents moins sensibles, qui ont plus de difficultés à s'ajuster, qui ont plus, voilà, quelque chose comme ça, un tout petit peu, moins cette capacité à vraiment comme prendre en compte l'enfant et en faire quelque chose, il y a plus d'exposition. Puis alors, dans ce groupe moins sensible, on avait 8 parents plus contrôlants. Donc, c'est eux qui veulent diriger le jeu. D'accord ? Et parmi ces parents contrôlants, on n'a pas plus d'exposition aux écrans. Par contre, on a 23 dyades avec cette passivité. Et là, quand on prend ce groupe-là, eh ben, on explose le chiffre d'exposition aux écrans. Alors ça, évidemment, nous, ça nous parle, quand on connaît bien la petite enfance, etc., ça nous parle autour du plaisir partagé. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'interaction avec un enfant puis qu'on a du plaisir à ça ? Eh bien, en fait, on est un super dessin animé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que le parent qui est là, qui propose, on a du plaisir partagé, on active quelque chose. Vous savez, un enfant, dans une cour, dans un moment de jeu, le jouet qui va le plus l'intéresser, c'est le jouet qui est utilisé par quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que ça devient un jouet animé. D'accord ? C'est cette animation. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer que les parents qui sont plus comme ça, quelque chose un petit peu plus à distance, eh bien peut-être ils animent moins et évidemment, c'est moins intéressant. Et du coup, on peut imaginer que les écrans, quelque part, c'est bien animé. Donc ça les intéresse plus et finalement on les utilise plus. Enfin, tout ça, si vous voulez, c'est pour nous éclairer. En fait, quels sont les dyades qui vont être plus vulnérables ? Quels sont les éléments où on va devoir faire attention ? Voilà, donc à discuter. Comme je vous ai dit, on a aussi vu tous les aspects sensorimoteurs. Les éclairages à propos du développement sensorimoteur nous ont permis encore plus de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des interactions. Donc là, on s'est dit, on n'avait aucun résultat. Puis alors, on s'est dit, mais comment on va faire ? On est allé chercher un groupe d'enfants, parmi ces enfants, où on a pu déterminer, enfin, c'est plutôt qu'on a, en fait, on a pris notre groupe d'enfants, on a pris ceux qui avaient une exposition directe importante, on a pris la médiane, puis on a pris les 50% qui avaient le plus d'exposition. Puis parmi ceux-ci, on est allé regarder l'exposition indirecte. D'accord ? Et en fait, on a pu déterminer 18 dyades où en fait les écrans sont beaucoup présents à la maison. Ok ? Ils sont beaucoup exposés de manière directe, mais il y a aussi beaucoup de manière indirecte. Ok ? Et on a pris ce groupe-là, donc 18, et on a qualifié ça d'exposition excessive. Ok ? Alors, les résultats nous montrent que ces enfants-là, eh ben, on a donc fait nos mises en situation, ils sont particulièrement prudents sur le plan sensoriel. Donc, à discuter, Estelle, avec des résultats. Il y a quelque chose dans cette approche, dans ce truc d'irritabilité. C'est nos termes, c'est-à-dire plus de mal à approcher et tout à coup beaucoup plus réactif. Donc, c'est vraiment ça. Et ce qui est en plus, c'est qu'ils vont moins chercher le contact apaisant auprès d'une figure de référence. Donc, ils sont plus sur cette problématique sensorielle et ils sont moins sur le soutien auprès d'une figure de référence, que ce soit le parent ou éventuellement, comme c'était dans les crèches, on avait aussi parfois les éducatrices ou un adulte de référence présent qui pourrait être soutenant. Pour terminer, on s'est dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces familles ? Alors, un de ces travaux de master en psychomotricité qui a été terminé là, il y a quelques semaines en arrière, ça a été de se dire, comment est-ce qu'on peut aller développer la créativité, ces moments de jeu, ce côté animation, en fait, que quelque chose se passe. Parce qu'il y a juste une chose très importante, une des choses qui arrive, qu'on a entendu. Je lui donne 30 minutes d'écran. D'ailleurs, très souvent, ils disent 30 minutes pour les petits. Je lui donne 30 minutes d'écran. Mais à la fin des 30 minutes, qui c'est qui débarque ? Excusez-moi, je vais le dire comme ça, mais une espèce de tyran qui stoppe le truc et il y a zéro créativité. Il faut qu'il obéisse à la règle. Alors qu'en fait, ce qui marche,
ça va être toute cette créativité dans le jeu. C'est-à-dire d'abord laisser finir peut-être l'épisode, ou laisser finir ce qui était en train de se faire. Cette espèce de flexibilité qui fait que tout à coup c'est OK. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On propose autre chose. C'est animé. C'est pas juste tu m'obéis, mais voilà ce que je te propose. Donc évidemment, cette créativité dans le jeu, pour nous, c'était vraiment un des objectifs, et ça a été l'objectif de ce TMA. Donc qu'est-ce qu'elles ont proposé? Elles ont proposé 5 minutes de jeu libre avec une psychomotricienne. Donc 5 minutes, vous voyez que c'est une intervention courte, hein, pour viser la créativité. Viser quelque chose, voilà, où on va détourner les objets. En fait, créer de la flexibilité. Créer quelque chose où on ne va pas rester rigide sur la règle, mais où on va être dans une espèce, voilà, ça c'est Winnicott qui nous a dit, d'espace transitionnel, hein, où on joue, c'est une zone grise, etc. Et puis de finalement proposer aux parents d'aller un petit peu, voilà, explorer avec des professionnels en formation cet espace-là. Donc, par exemple, le jeu du coucou caché. Plaisir partagé, attention conjointe, ludique, à 3, enfin voilà, une expérience en fait d'enrichissement de l'environnement. Ça, à part ça, hein, c'est connu depuis très longtemps, hein, que vous prenez même des animaux de toutes sortes et que vous les placez dans un environnement vide, ils vont devenir addicts à tout. Par contre, vous les placez dans un environnement enrichi, ils explorent. Hein, donc, c'est vraiment ça l'idée. Comment est-ce qu'on peut amener un univers enrichi, créatif, etc. Alors, bon, ça, j'ai pas forcément besoin, voilà. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo avec un moment, une maman avec la psychomotricienne. Alors, il faut savoir, parce que c'est une vidéo justement que je me permets de passer, parce que la maman faisait partie de l'équipe, et puis qu'elle a, voilà, c'est un moment en fait qu'on a d'expérience pour mettre en place la situation. Puis la maman est psychomotricienne, donc évidemment ça aide. Hein. Mais bon, pour le didactique et l'expérience, je vous propose ça maintenant. Regarde. Oh là là, il y a des couvertures. Ah oui, moi aussi j'avais une couverture. Oh, ça c'est la maman. Noémie. Coucou. Elle est cachée. Tu veux te cacher, Louis? On va cacher Louis. Ah, elle est où, Noémie? Bah, en fait, est-ce qu'elle est là? Regarde. Oh, tu regardes, elle est là ou pas? Coucou. Tu te caches? Ah, il est où, Louis? Louis. On voit des petits pieds. Ah, il est là. Voilà, alors juste pour vous faire expérimenter, voyez, quelques minutes, mais vous sentez comme cet enfant qui peut être un petit peu réticent. Au départ, on ne le voit pas parce que bon voilà, mais au départ, il était dans son coin, il avait absolument pas envie de s'approcher. Et en fait, on crée ce petit moment et ces quelques minutes. Et en fait, qu'est-ce qu'on a pu montrer? Eh bien, c'est qu'en fait, en créant 5 minutes, excusez-moi pour le tableau là horrible, mais bon, c'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de résultats. C'est qu'en fait, quand on crée ces 5 minutes et puis qu'on observe après ça, on reprend l'interaction parent-enfant, eh bien, ça a un effet sur la qualité de l'interaction parent-enfant avec, ben voilà, plus de contenance. Hein, le parent, il est plus présent, plus de variation de la prosodie. Donc, il y a quelque chose qui se passe comme s'il s'anime. Plus de modulation du tonus. Il y a quelque chose où, en fait, il devient plus engagé, mais aussi capable de laisser l'espace à l'enfant. Enfin, aussi du côté de l'enfant, plus de vocalisation, et puis du côté de la dyade, plus de plaisir. Grâce à ces 5 minutes de proposition de jeu autour, ben voilà, vous avez pu voir ce coucou caché. Alors, il nous reste beaucoup de travail. Il faut pouvoir faire, bien sûr, les liens encore plus avec la qualité des interactions. Et ben voilà aussi, ben, on a les populations vulnérables avec des TMA en cours et tout le travail que Lara va amener. Un point vraiment pour conclure, l'importance de la psychodiversité. Donc, il y a plein de manières d'être différentes, etc. Et puis, c'est pas de la pathologie, hein, mais c'est des différences. Et puis, que quelquefois, en fait, l'idée, c'est de pouvoir créer des alternatives, de pouvoir créer de la flexibilité, c'est-à-dire d'enrichir, en fait, toutes les facettes et toute la palette de partage émotionnel et de partage de plaisir. Et puis ça, c'est pour montrer des avancées technologiques dans les années 50 qui, heureusement,
n'ont pas pris. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Nevena Dimitrova et donc on continue, on enchaîne avec une troisième présentation. On va revenir chez les enfants tout venant maintenant. On va être toujours chez les très petits. Là, je vais traiter des enfants entre 0 et 3 ans. Et cette fois, on va traiter un petit peu plus du langage. Ou pas, vous allez le voir. Donc en fait, ce qu'on sait, d'ailleurs, merci à Ayala et à Estelle d'avoir justement parlé du fait que l'exposition aux écrans, elle est fréquente, y compris chez les tout-petits. Hein. Donc, effectivement, on a maintenant beaucoup d'études qui le montrent, notamment pour la Suisse, les études de Estelle Gilliot, ici à l'Université de Genève, et également l'étude Swipe que j'ai menée et qui va sortir à partir de la semaine prochaine ou tout début du mois de juillet, qui se base sur un très large échantillon représentatif en Suisse. Alors, le langage dans tout ça, alors ça va être vraiment une des compétences cognitives essentielles. Hein. Donc le langage, il fait preuve d'un développement extrêmement intéressant au niveau des premières années, au niveau cognitif. Et il y a eu effectivement beaucoup de questionnements. Comment est-ce que ces écrans, en fait, finalement, vont influencer le développement de cette compétence essentielle. Elle est essentielle pour la suite, en fait, du développement cognitif de l'enfant, notamment pour sa réussite scolaire future. Et il y a eu un grand nombre d'études qui ont montré que, effectivement, le fait de se concentrer uniquement sur la durée, la fréquence d'utilisation des écrans par les jeunes enfants est bien sûr tout à fait importante et intéressante, mais qu'aujourd'hui, il s'agit vraiment d'aller creuser, pour rejoindre aussi Ayala, pour aller voir qu'est-ce qui se cache au-dessous de ce temps. Est-ce que tous les temps sont égaux à eux-mêmes, ou est-ce que passer du temps, Estelle l'a dit également, devant la patte patrouille ou devant, tu as dit un exemple, Pingu. Alors celui-là, je ne le connaissais pas, j'étais plutôt le village de Dany. Voilà, c'est des problèmes de génération, effectivement. Donc voilà, dans quelle mesure le contenu peut également avoir une influence, en fait, sur comment est-ce que cette utilisation d'écran peut influencer l'enfant et notamment ses compétences de langage. Donc aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la durée, mais on commence également à s'intéresser au contenu et également au contexte. Hein, dans quel contexte l'enfant utilise les écrans? Est-ce qu'il est accompagné? Qu'est-ce que fait le parent lorsqu'il accompagne l'enfant lors de ce co-visionnement d'écran, etc. Et du coup, voilà, en fait, par rapport aux études existantes sur les effets des écrans sur le langage, on a montré qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont individuels et structurels qui vont influencer le lien entre l'exposition aux écrans et le développement du langage. Hein, on sait aujourd'hui que l'âge va être un facteur individuel extrêmement important. On sait également que le milieu socio-économique va pouvoir être modérateur dans le lien entre l'exposition aux écrans et le développement du langage. Il y a plein d'autres facteurs aussi qui ont été mis en avant, certains qui reviennent de manière systématiquement significative, d'autres moins, comme par exemple le genre. Un autre facteur qu'on a vu aujourd'hui qui va venir modérer en fait le lien entre l'exposition aux écrans et le développement des compétences verbales, linguistiques chez l'enfant, ça va être les motivations parentales. C'est-à-dire quelles sont les raisons pour lesquelles un parent décide va laisser son enfant très jeune regarder un enfant. Hein? Est-ce que ça va être parce que c'est pour calmer l'enfant? Est-ce que c'est pour avoir un peu de temps pour préparer le repas? Quelles sont les raisons principales qui vont amener les parents à laisser, à donner cet accès à l'enfant aux écrans?
cet facteur, il est vraiment primordial lorsqu'il s'agit des tout-petits parce que vraiment les tout-petits n'ont pas encore l'accès individuel, autonome à ces écrans. Hein. Ce n'est pas comme les ados ou les pré-ados qui sont plus grands. Ils ont peut-être déjà même leur smartphone, etc. Là, chez les tout-petits, parfois il faut vraiment appuyer sur le bon bouton de la télé, enclencher l'ordinateur. Donc, c'est vraiment en fait très activement le parent qui va donner cet accès-là. Donc, en fait, ces motivations parentales sont également venues comme essentielles dans le lien entre l'exposition aux écrans et le développement du langage. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les caractéristiques d'usage des écrans par les enfants. Voilà, quels sont les contenus? Est-ce qu'ils sont éducatifs? Est-ce qu'ils sont à visée divertissante? Est-ce qu'ils sont appropriés à l'âge? Est-ce qu'ils sont pour des enfants plus grands, carrément, ou pour des adultes? En termes également de contexte, est-ce que l'enfant a accompagné ou pas? Donc, il y a eu vraiment toute une panoplie d'études. Je n'ai pas forcément fait la revue de littérature exhaustive ici, mais pour dire que ce sont des éléments qui ont été beaucoup étudiés dans la littérature qui existe aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une espèce un très grand nombre d'études qui existent sur des facteurs parfois un petit peu éclatés. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une espèce de vision un peu plus cohérente, un peu plus compréhensif de comment est-ce que ces facteurs différents vont influencer en fait le lien entre l'utilisation des écrans et le développement de l'enfant, y compris le développement du langage. Et c'est là où, en fait, je vous présente une étude que nous avons menée pour s'insérer dans un cadre théorique conceptuel qui s'appelle DREAMER, qui a été développé l'année dernière par Rachel Barr et en fait, le consortium CAFE. Peut-être vous le connaissez ou peut-être pas. Donc, c'est vraiment un consortium international qui étudie comment est-ce que en fait, sont utilisés les écrans par les très jeunes enfants et comment, justement, cette utilisation peut avoir un lien sur le développement de l'enfant. Ça peut vous rappeler à beaucoup entre vous le modèle écologique de Bronfenbrenner. Donc, c'était vraiment une inspiration, notamment pour ce modèle DREAMER, qui fait que il va essayer de prendre en considération vraiment l'ensemble des facteurs qui vont être importants à considérer lorsqu'on va étudier la question des écrans et le développement de l'enfant. Donc vraiment ici, il s'agit de passer au-delà des facteurs isolés. Comment est-ce que l'âge d'un côté ou le fait d'avoir la fratrie plus âgée ou alors d'être dans un milieu socio-économique bas vont influencer l'utilisation des écrans et par la suite le développement de l'enfant, mais vraiment de créer un cadre théorique compréhensif qui va vers en fait une écologie en fait des médias, donc vraiment dans une constellation familiale. Donc là, je ne vais pas forcément passer plus de temps pour vous présenter les différents aspects de ce modèle. Je vous invite à essayer de le découvrir ou alors, si vous le connaissez, tant mieux. Mais effectivement, l'étude que je présente aujourd'hui s'insère dans ce cadre conceptuel compréhensif ou plutôt complexe. Alors, l'objectif de ce que nous avons fait, c'était d'appliquer ce cadre théorique DREAMER pour explorer les liens entre l'écologie médiatique familiale et les compétences verbales de très jeunes enfants. Ce que nous avons fait, nous avons pris un certain nombre de facteurs individuels et structurels, tels que l'âge et le sexe de l'enfant, l'éducation parentale, qui était une façon d'opérationnaliser le statut socio-économique, la fréquentation de la crèche et la fratrie plus âgée. Nous avons une première question, c'était de se demander comment est-ce que ces facteurs individuels et structurels vont influencer les motivations parentales de laisser les enfants devant les écrans. Donc, comment est-ce que l'âge de l'enfant va influencer les motivations parentales? Est-ce que si j'ai un enfant plus jeune, j'ai plus tendance à le mettre pour des raisons de divertissement ou pour des raisons éducatives, etc. Donc, on voulait vraiment déjà connaître un peu ce lien-là.
Ensuite, nous avons voulu savoir, donc dans une continuum de notre modèle statistique, comment est-ce que les motivations parentales elles-mêmes vont influencer les caractéristiques d'usage des écrans. Est-ce que le fait d'avoir plus une motivation pédagogique, éducative pour laisser son enfant utiliser les écrans va influencer le temps d'écran ? Par exemple, est-ce que le fait de laisser son enfant pour qu'il se régule émotionnellement va influencer le contenu sur écran? Donc voilà, c'était le type de questions qu'on s'est posées. Et comme vous voyez, l'idée c'était de voir si cet ensemble dans cette pathway, donc cette suite en fait de facteurs, comment est-ce que tout cela va arriver à influencer les compétences verbales du jeune enfant, et nous avons pris les percentiles au niveau du vocabulaire. Alors très rapidement, au niveau de la méthode, il s'agit d'une échantillon de 279 parents qui ont été des parents d'enfants qui étaient âgés entre 8 et 30 mois. Vous voyez avec la moyenne d'âge et le pourcentage des genres. Au niveau de la procédure, c'était une enquête en ligne, donc ce qui s'est basé sur l'opinion parentale. Alors bien sûr, première limite, elle a eu lieu entre presque toute l'année 2023 et la moitié de l'année presque 2024, donc c'est relativement récent. Et puis les parents en ligne, ils ont répondu à un questionnaire démographique les concernant leur enfant, un questionnaire sur l'usage des écrans par leur enfant, un questionnaire qui a été développé par nos propres soins. Et les parents, ils ont également rempli les inventaires de développement communicatif. Donc pour les Français, c'est l'IFDC qui a été adapté par Sophie Kern, mais vu comme c'est en Suisse, donc il y avait les inventaires en italien, les inventaires en allemand, les inventaires en français et en anglais. Donc c'est le MacArthur-Bates pour les anglophones. Ce que nous avons fait analytiquement, nous avons dans un premier temps regardé quels vont être les facteurs latents pour les motivations parentales et pour l'étayage parental lors du co-visionnement. Et ensuite, nous avons procédé à une modélisation structurelle bayésienne via un modèle de médiation en série. Alors, dans un premier temps, voilà ce que nous avons trouvé au niveau des motivations parentales. Donc, par rapport aux motivations parentales, nous avons eu 14 items. Et puis, voilà comment ils se sont groupillés. Hein, quels sont les facteurs qui ont ressorti à partir de nos données. Il y a 4 facteurs de motivation parentale qui sont ressortis. J'utilise les écrans, je laisse mon enfant utiliser les écrans parce que je veux gérer son comportement. D'accord ? Par exemple, je veux aider l'enfant à s'endormir, je veux l'aider à manger. Hein, il y a des choses comme, chez le pédiatre, on donne aussi les écrans. Dans la voiture, on donne les écrans, etc. Deuxième facteur qui est ressorti, c'est de pouvoir libérer du temps pour soi. Alors, ce n'est pas forcément toujours pour se relaxer et se détendre, malheureusement. C'est pour faire le ménage, pour pouvoir travailler, finir un email, on a révision d'articles, et faire le repas, enfin bref, il faut faire aussi ce genre de choses. Troisième raison principale qui est ressortie de notre analyse factorielle, c'est le fait que je donne les écrans à mon enfant pour qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils apprennent une langue, qu'ils découvrent de nouvelles des fêtes. Hein. Par exemple, les lapins sont aussi des animaux et ils sont de cette famille, je ne sais même pas laquelle. Bref, de se préparer au monde numérique. Donc ça, c'était aussi le genre de item que nous avons eu concernant les motivations parentales. Et finalement, le quatrième facteur qui était la régulation émotionnelle. Je laisse mon enfant utiliser les écrans pour qu'il se régule émotionnellement, pour qu'il se calme, pour qu'il ne soit pas ennuyé, etc. Ces facteurs, je voulais le dire, sont largement retrouvés dans la littérature existante. Donc, nous n'avons pas forcément un résultat innovant ici. Maintenant, nous avons également demandé aux parents, il y avait 9 items sur qu'est-ce que vous faites lorsque vous accompagnez votre enfant. D'abord, il y avait une question, est-ce que vous accompagnez votre enfant lorsqu'il est devant un écran? Si les parents avaient dit oui, il y avait 9 items qui venaient. Alors, qu'est-ce que vous faites habituellement?
À partir de ces 9 items, il y a eu 3 facteurs qui se sont vraiment détachés. La première chose, c'est qu'on a appelé expansion, c'est-à-dire que les parents vont étendre ce que se passe à l'écran. Ils vont enrichir le contenu. Ah, regarde, il y a un chat. Ah, mais c'est comme le chat de notre voisine, tu te rappelles? Donc là, ils font des liens. Donc vous voyez, il y a un enrichissement. Le fait de reformuler ce que se passe à l'écran, c'est également un enrichissement. Faire des liens avec d'autres choses, etc. Deuxième facteur qui est ressorti de l'analyse factorielle, c'est le fait de focaliser l'attention de l'enfant. Attirer l'attention avec des pointages, commenter, nommer des choses. Ah, regarde, souvent, c'est justement établir cette attention conjointe autour de ce qui se passe à l'écran. Et troisième facteur ressorti, c'est le fait de questionner l'enfant, hein, de l'impliquer activement. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est lequel ton personnage préféré? Voilà, dis-moi ce que c'est, etc. Donc, vous voyez, 3 facteurs qui sont ressortis de manière assez claire. Vraiment, l'analyse factorielle était très bonne au niveau des loadings pour nous montrer qu'est-ce que font les parents lorsqu'ils accompagnent leur enfant devant l'écran. Et maintenant, bien sûr, les résultats de notre modèle. Alors, je commence, je suis désolée, je n'ai pas pu le traduire en français entre-temps. Mais voilà, comme je vous avais parlé, le premier pilier de facteurs, ce sont les facteurs individuels et structurels, où nous avons eu la question, est-ce que l'âge de l'enfant et son genre, ça c'est pour les facteurs individuels, et de notre côté, l'éducation parentale, le fait d'aller à la crèche et le fait d'avoir de la fratrie plus âgée va influencer les motivations parentales pour utiliser les écrans. Alors là, c'est hyper, vraiment, voilà, je suis désolée, je vais faire ça. Parce que j'ai mes notes comme ça. Alors, voilà. Donc, ce que nous avons trouvé, vous le voyez également à l'écran, que l'âge de l'enfant influence les motivations parentales. Plus les enfants sont âgés, plus les parents déclarent laisser leur enfant pour des raisons éducatives. Hein, ce qui est un peu normal, hein, parce que il y a plus de compétences cognitives pour que l'enfant puisse apprendre quelque chose de l'écran. Donc l'âge et raison éducative, il y avait un lien positif. Et les parents qui avaient un niveau d'éducation plus bas ont tendance à laisser les enfants utiliser les écrans pour qu'ils puissent avoir du temps pour eux. Pas forcément non plus extrêmement, choquant, hein. Alors maintenant, ici, je vais entre le pont, c'est-à-dire entre les facteurs individuels et structurels et l'utilisation des écrans par l'enfant. Nous avons trouvé sans aucun choc que les enfants plus âgés passent plus de temps devant les écrans. Hein, l'âge, c'était vraiment le facteur extrêmement robuste. Alors, une fréquentation plus élevée de la crèche est associée à moins de temps d'écran. Aussi. Le nombre de frères et sœurs plus âgés et le niveau d'éducation n'ont pas de lien avec le temps d'écran. Donc, ni le fait qu'il y a la fratrie ou le niveau d'éducation parentale n'avait pas le lien avec le temps d'écran. Mais l'âge de l'enfant influence positivement les interactions par enfant pendant le co-visionnement. Donc là, ce qu'on avait, c'est que plus les enfants sont âgés, plus les parents vont avoir tendance à co-visionner les écrans avec leur enfant. Et finalement, donc dernier lien, c'est entre les motivations parentales et l'utilisation des écrans. Ce que nous avons trouvé, c'est que la motivation d'apprentissage, hein, lorsque les parents disent laisser leur enfant utiliser un écran pour des raisons pédagogiques ou éducatives, donc ça, c'était associé à des interactions plus actives lors du co-visionnement et notamment le fait que le parent va beaucoup focaliser l'attention. Hein, donc, si en tant que parent, j'ai une motivation que mon enfant apprenne quelque chose de l'écran, bah, je vais être impliquée de manière à l'attirer en fait sur le contenu. Et puis finalement, ce que nous avons trouvé, c'est que les motivations centrées sur la gestion du comportement, hein, donc données lors des repas, lors des déplacements,
Donc là, lorsque en fait les motivations sont centrées sur la gestion du comportement, l'apprentissage donc pédagogique et la régulation émotionnelle, alors là, le temps d'écran est plus élevé. Donc là, c'était en fait ce genre de résultats que nous avons trouvé pour... Donc j'avais une belle animation, mais malheureusement, voilà, je n'ai pas pu tout vous montrer. Et bien sûr, maintenant, quatrième pilier, donc avec le langage, comment tout ce modèle s'associe au langage. Alors voici l'ensemble en fait des pathways qu'on a examinés. Et alors moi, voilà, j'ai moins de scrupules à le dire. Nous n'avons trouvé aucun lien avec les langages. Voilà, c'est vrai que nous n'avons pas creusé plus, donc nous n'avons pas différencié les enfants en fonction voilà, de leur sévérité, enfin, ouais, peut-être pas sévérité, mais du temps d'écran, si c'est plutôt excessif ou pas. Mais voilà, l'analyse telle que nous l'avons prévue dans notre pre-registration dit qu'effectivement, il n'y a pas de lien entre les différents facteurs qui sont individuels, structurels, entre les motivations parentales et entre l'utilisation d'écran par l'enfant et le langage. Alors voilà, maintenant pour la discussion, j'espère que je suis dans les temps. Nous avons trouvé que les effets des écrans sont cumulatifs et s'inscrivent dans le temps. Alors, ce qui est notre limitation, que nous avons une étude transversale et donc ça ne permet pas de capter ces dynamiques à long terme. Donc c'est vrai que nous avons étudié comment est-ce que sur le moment l'utilisation des écrans influence les compétences verbales sur le moment. Alors c'est vrai que c'était une limitation. On a besoin d'études longitudinales pour vraiment bien parler de questions d'influence. Les effets médiatiques sont fortement dépendants du contexte. Alors, notre limitation ici, c'est que nous n'avons pas étudié des choses comme, par exemple, l'utilisation parentale par les écrans. Nous n'avons pas non plus regardé comment est-ce que voilà, interagissent les diades hors écran, etc. Quelle est la richesse de l'environnement langagier dans lequel se développe l'enfant, également pas mesurée. Le fait que nous avons eu également des familles avec un profil d'éducation relativement élevé, voilà, peut avoir atténué les effets négatifs potentiels des écrans. On le sait que le niveau socio-économique est généralement un facteur qui influence le lien entre l'utilisation des écrans et le développement du langage. Et donc, ces éléments confirment l'importance, selon le cadre conceptuel Dreamer, des facteurs structurels comme modérateurs des effets des médias digitaux, numériques. Donc, cette étude explore assez finement les liens entre facteurs individuels structurels, les motivations parentales, l'usage des écrans et le vocabulaire. Alors, aucun lien fiable n'a été trouvé entre l'écologie médiatique familiale et les scores du vocabulaire. Cette absence de lien ne signifie pas que les écrans n'ont pas d'effet, mais reflète la complexité des influences développementales. Et vraiment, je pense que c'est cette richesse de ce modèle conceptuel Dreamer qui nous force à aller vraiment explorer tous les liens possibles et imaginables, parce que l'utilisation des écrans ne se passe pas dans un vacuum. Elle est influencée par toute cette écologie familiale. Donc, le cadre Dreamer aide à comprendre ces interactions dynamiques, même quand les résultats ne confirment pas forcément nos attentes. Il est essentiel d'aller au-delà du temps d'écran, toujours, pour étudier comment les médias numériques interagissent avec la vie familiale, notamment numérique, et avec l'intégration croissante de ces technologies dans nos routines. Ce genre de recherches sont cruciales pour soutenir le développement optimal des jeunes enfants. Je n'avais même pas besoin vraiment de vous le dire. Voilà, merci à Action Innocence, merci à Jeunes et Médias, la plateforme de l'OFAS, et merci à vous pour votre attention.